Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, j'échange avec mon ancien collègue Marc-Antoine Averbeck, qui est maintenant et depuis peu le président de la FNADEPA Nord-Pas-de-Calais. Et on va parler ensemble de tes passages à la télé et dans les journaux parce que tu as relayé une tribune de la FNADEPA. On va discuter aussi de ce que c'est et à quoi ça sert une fédération de directeurs au niveau départemental, ce que toi tu recherches et éventuellement ce que tu veux mettre en place. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis directeur d'un EHPAD plus ou moins à cause de toi, parce que j'ai fait mon Ça commence apprentissage bien. chez toi. Voilà, je suis directeur d'un EHPAD et de 2 résidences autonomie, en fait, de l'association gestionnaire de ces 3 structures. Et il y a peu, j'ai souhaité faire adhérer à mon établissement à la FNADEPA du Nord et du Pas-de-Calais, parce qu'en fait, c'est une association autonome que je gère. Et je dois dire que je me sentais un petit peu seul en tant que directeur. Et en fait, la FNADEPA, ça m'a permis de trouver, on va dire, des collègues aux alentours, voire à proximité, voire un peu plus loin, pour échanger sur diverses problématiques et se donner les bons tuyaux. Alors, avant d'aller vraiment dans ce vif du sujet, je t'avais promis cette question un peu piège. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ou à vouloir devenir directeur? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, sur ce métier et comment tu te retrouves là? Alors, en fait, moi, le médico-social, c'est un peu une histoire de famille. Dans ma famille, voilà, mes parents sont tous les deux ont passé par l'insertion et par la gestion d'établissements sociaux, médico-sociaux. Donc, quand j'étais petit, finalement, les kermesses des IME et les fêtes d'établissement, j'y étais avec mes parents pour les accompagner. Et donc, en fait, c'est naturellement, après une première année de médecine tumultueuse, un peu comme la tienne, il me semble, euh, je me- C'était pas trop tumultueux, c'était juste que le résultat il était pas bon. c'est ça. Et donc, je me suis réorienté vers le médico-social, donc à Illis. Et puis, à Illis, stage après stage, je suis tombé sur un stage en EHPAD. Ça m'a bien plu, le contact avec les personnes âgées et le contact avec l'humain, mais particulièrement voilà, les personnes âgées. Et donc, j'ai décidé d'y rester finalement. Et donc, après le premier stage, j'ai enchaîné un apprentissage à Notre-Dame-des-Anges. Et, et puis derrière, une direction de mon premier EHPAD en intérim, puis mon EHPAD définitif, on va dire, et pour le moment. Voilà. Pour le moment. Euh, Oh, ça fait c'est- déjà c'est- longtemps. ouais, t'as peur. Euh, Non. il y a un truc qui est intéressant à chaque fois que je pose cette question. Alors, j'ai parfois raté, j'ai parfois oublié de la poser, mais à chaque fois que je pose la question à un directeur, en fait, pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe, c'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose, c'est jamais un hasard. Il y a toujours cette question-là de se dire qu'en fait, il y a, enfin, c'est toujours une approche et un parcours différent, mais de se dire que finalement, il n'y a jamais vraiment de hasard. J'ai perdu On va dire que le c'est peut-être une fil. succession d'événements qui font qu'on arrive là. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça, parce qu'en fait, en parallèle de mes études de médecine, j'ai vécu chez des personnes âgées de ma famille qui avaient besoin d'avoir voilà, une personne chez eux, et mes parents ne pouvant pas me payer un logement sur l'île. Ça arrangeait un peu tout le monde. Je suis hébergé là-bas, je pouvais les sortir un peu de l'isolement et moi bénéficier d'un logement.
Et donc, voilà, alors qu'à ce moment-là, j'envisageais pas vraiment la gestion d'un EHPAD. Et donc, tout ça, finalement, mis bout à bout, bah oui, ça m'a orienté. Et maintenant, c'est devenu une vraie, voilà, une fibre, quoi. Voilà. Ouais, une forme Vocation, ouais, voilà. Ouais, c'est ce Peut-être que pas à ce j'allais dire. point-là, mais si Non, tu mais ce veux. qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, comme c'est quelque chose qui est quand même, c'est pas caché, c'est pas secret, mais c'est un secteur dont on parle très peu, en fait, hormis négativement, on en reparlera peut-être, mais finalement, l'hôpital, c'est quelque chose que tout le monde voit, tout le monde connaît, il y a des séries à la télé, donc finalement, avoir envie d'aller vers le médical, vers la médecine, bah, finalement, ça peut toucher vraiment tout le monde, mais le médico-social, c'est un peu plus petit, moins médiatisé, moins visible, et du coup, on n'y va pas par hasard, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que on ait pu y être confronté un petit peu, et du coup, à partir de là, c'est ça en général qui fait qu'on va se tourner vers ce secteur-là, aller vers des études, un job, enfin bref. L'idée, c'est de dire que on n'y rentre pas par hasard. Euh, alors, une question aussi peut-être un petit peu délicate. Du coup, t'es directeur, tu as été directeur assez jeune. C'est une question qu'à un moment qu'on pouvait se poser, on se la pose de moins en moins, mais est-ce que à partir de quel âge on peut être directeur? Je pense qu'il n'y a pas d'âge, hein. J'ai vu des directeurs sortir de l'école. Après, ce qui compte, c'est la confiance qu'on arrive on va dire, à avoir d'un gestionnaire pour nous confier sa maison, parce que c'est quand même des gros budgets et finalement une grosse responsabilité. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, ouais, c'est une question un peu bizarre quand même, hein. C'est une question compliquée. D'habitude, on Ouais, nous c'est dit une question un peu pourrie, ouais. est-ce que, est-ce que, je l'aurais pas dit comme ça parce on est quand même en podcast, Ouais. mais non, d'habitude, on nous pose plutôt la question, quelle est la perception des usagers de voir un jeune directeur ou des salariés? Est-ce que c'est plus difficile ou pas? J'ai envie de dire, moi, je t'avais posé la question quand j'ai pris mon apprentissage, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut acquérir comme posture pour devenir directeur? Et tu m'avais dit, en fait, ça vient tout seul au fur et à mesure parce que finalement, quand on prend le poste et finalement, au fur et à mesure, on gagne la confiance de ses équipes, on gagne la confiance des familles, etc. Donc, je pense que ça, après, tout dépend de la capacité de la personne à développer, mettre en place ses projets, le projet de l'asso plutôt de la collectivité si on est dans le public. Mais voilà, après, je pense que ma chance, ça a été de tomber sur un poste en intérim où finalement, ben là, les recruteurs sont peut-être moins frileux sur le recrutement parce il y a moins d'enjeux, quoi. Donc, Ouais, tu te dis, si ça va pas, pas de ouais, problème. Pas de c'est question de. Il n'y a pas bah, une je période pense. d'essai. Après, j'ai vu des camarades de promo avoir des postes en sortie d'école, hein. Voilà, tout dépend de l'expérience passée, je pense, et puis de la manière dont on se sent capable soi-même de prendre la structure, parce que le tout, c'est pas de la prendre par ego. Il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une grande responsabilité et des enjeux qu'il faut être en capacité de gérer. Et voilà. Tu penses qu'on prend un poste par ego? Non, je pense que ça peut arriver. Bah, je pense qu'il Eh, faut pas juste. Je pense que peut-être je suis passé par là aussi, mais c'est l'étape où on se dit ce qu'on veut, c'est le poste avec les manettes. Et peut-être parce qu'on veut le pouvoir, etc. Ça, j'en sais rien, mais c'est d'énormes responsabilités, c'est un gros investissement. Et moi, je sais que j'y ai consacré énormément de temps sur mon premier poste. Pourtant, c'était un poste d'intérim parce que j'avais une soif d'apprendre, une soif de développer, etc. Et je pense que ça, les recruteurs l'avaient vu. Et voilà. Mais ouais. beaucoup sont animés par ça. Si c'est juste prendre le poste pour prendre le poste à un âge, on va dire, jeune et juste pour avoir le titre, là, effectivement, je pense qu'il y a un âge, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut encore attendre un peu.
Voilà. Non, mais en fait, tout ce que tu dis, c'est que finalement, c'est pas l'âge, en fait, c'est pas du tout un paramètre à prendre en compte, peu Non, importe. les gens, de toute façon, même dans les recrutements, enfin, moi, je pense, hein, c'est que ce qui compte, c'est plutôt l'analyse et voilà, l'analyse du poste, l'analyse de l'environnement de l'établissement, l'analyse des enjeux et surtout, maintenant, finalement, avec l'apprentissage. Et ça, je trouve que que c'est de toute façon indispensable pour à un moment donné prendre un poste important en sortie d'école. L'apprentissage est un gros enjeu et les stages sont des gros enjeux. Et ça aussi, ça joue sur les recrutements, quel que soit l'âge. Je pense Ouais, que euh, l'expérience, du coup, parce que finalement, ouais. quelqu'un même qui est en reconversion professionnelle, qui a de la bouteille en amont, si ses stages et son expérience pro avant n'est pas cohérente, finalement, voilà. Je ne vais pas dire qu'il y a des mauvais stages, mais en fait, si. Voilà. Oui, et pour les deux raisons, soit parce que tu as un stage, Le un terrain stagiaire, de il n'a stage pas qui s'y suivi les prête autres. pas, ou alors parce Voilà. que tu es un stagiaire qui s'investit pas ou Ouais, qui carrément, tout à fait. s'adapte pas. Donc, il y a les deux. Ok. Tu as dit tout à l'heure, en parlant du J'ai dit coup une de... bêtise. Non, Non, ça allait, au encore. contraire. C'est plutôt intéressant, pour une fois. Tu as dit se sentir seul. Le fait de prendre ton poste et d'être seul, et que du coup, c'est ça qui t'amène à finalement aller vers une fédé pour te regrouper. Est-ce que tu Enfin, peux développer la solitude moi, j'ai du été frappé directeur? par par la grosse différence entre les groupes et les petites assos ou les petits établissements publics. Alors, moi, je pensais que dans le public, c'était, je vais reprendre le truc du départ, mais grosso modo, moi, j'ai fait mon dernier stage avant mon apprentissage dans un groupe, donc pour pas le citer, Partager Vie. Ouais, Qui- comme tout le monde dans la région, tout le monde est passé, en tout cas, voilà. Billy, Et même en étant dans le fin fond de la campagne du Douaisis, voilà, on ça avait va. des. Non, j'étais pas à Il y a Douai, pire. j'étais à Douai campagne. Voilà. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Peut-être que des gens ne sauront même pas où ça se Et en fait, même là, enfin, je voyais la direction avait finalement des échanges avec d'autres collègues parce que forcément dans le groupe, tu as des collègues ou des services support avec lesquels tu peux échanger, des gens qui ne sont pas forcément la tête dans le guidon comme toi sur ton établissement, mais qui ont une vision un peu plus large parce que c'est des services support, quoi. Et, et puis après, je suis arrivé en plein centre de Lille, hein, dans ton établissement, où finalement, on se rendait bien compte que le directeur, c'est le directeur. Au-dessus, il y a le conseil d'administration, et le conseil d'administration, il s'occupe de ses affaires de conseil d'administration. Le directeur, il est un peu seul, sauf si lui prend l'initiative d'aller voir les collègues à côté, et encore faut-il que les collègues à côté soient réceptifs et dans la même dynamique, ce qui était le cas là pour le coup, mais qui est pas toujours le coup. Et même finalement à 3 ou 4, on reste assez focus sur notre établissement et son fonctionnement. Je suis passé dans le public et là, je me disais, dans le public, fonction publique territoriale, en théorie, des services supports et du relationnel, etc. Sauf que généralement, l'établissement en soi, il est, enfin là, pour le coup, mon établissement, non, il était seul dans la collectivité. De ce fait, peu d'échanges ou alors des échanges avec des directeurs de CCAS, etc., mais qui n'ont pas forcément la même activité que moi, et les mêmes problématiques, les mêmes enjeux ou le même calendrier, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes calendriers. Et en fait, c'est là où on se dit un réseau de directeurs qui finalement filtre pas les établissements publics, privés, alors privés non lucratifs, mais voilà, qui filtre pas, parce que moi j'ai essayé de me rapprocher de GCMS et autres ou d'établissements FPH, mais qui sont pas forcément, enfin quand je dis me rapprocher, c'est échanger avec eux, etc., mais qui n'étaient pas forcément en phase ou qui n'avaient pas, enfin, voilà, si la direction a déjà son réseau, etc., pas forcément envie d'intégrer ou non son collègue. Il y a aussi beaucoup de méfiance parfois d'un établissement à l'autre, hein. Moi, je me rappelle, je me méfiais parfois d'autres établissements, ou parce qu'ils étaient privés lucratifs, ou parce que politiquement, ils sont réputés pour aller chercher à s'étendre. Et donc, parfois, voilà, il y a une certaine crainte, en tout cas, ou
enfin voilà, ou de l'un ou de l'autre, hein, voilà. Et donc la Fédé, c'était un bon, parce que normalement, si on adhère à une Fédé, c'est qu'on adhère à certaines valeurs, on va dire, et à une certaine, disons, à certains projets. Et donc, il y a un deal, et puis on est d'accord ou non. Et donc, adhérer à la FNADEPA, ça a été naturel pour moi sur mon premier établissement parce que ça m'a permis, du coup, d'assister à des réunions de directeurs, de quelques formations, mais qui, en fait, sont aussi l'occasion d'échanger avec d'autres directeurs et parfois d'en faire profiter mes adjoints, si j'en avais. Là, j'en avais pas pour le coup, mais sur ma nouvelle structure, c'est un peu ça le plan, en fait. C'est d'obliger et de trouver finalement des opportunités pour aller se confronter ou du moins échanger avec d'autres directeurs de Ouais. structures qui ont les mêmes problématiques, les mêmes valeurs. Et ça me semble hyper important parce que on peut passer à côté d'un tas de choses, alors à la fois des opportunités et à la fois des risques. Et échanger avec d'autres directeurs, ça m'a des fois permis de gagner beaucoup d'argent pour ma structure parce que je suis pas resté à côté d'un appel à projet ou d'un filon auprès de l'ARS ou d'une fondation. Et à l'inverse, je me rappelle de risques que j'ai failli prendre et que je n'ai pas pris parce que j'ai échangé avec, euh, avec un collègue. Ok. Et dans ces Des réunions, c'est ça que je risques, trouve quel cool. type du coup, du genre RH ou... Alors, pour le coup, c'était sur des nouvelles mises en place, une nouvelle mise en place d'une réglementation que j'avais pas Ouais, forcément ok. en tête et que je pensais qu'il s'appliquait pas à moi. Donc, c'est Ok, plus juridique alors. voilà, plus Ouais, juridique. Bah, non, après, c'est clair. sur n'importe quel référentiel normatif, je pense qu'à un moment, c'est voilà. Et puis c'est toute cette dimension de veille aussi, hein, que ce soit juridique Ça, ou autre, mais de changements qui peuvent arriver, où toi, tu es dans ton quotidien, dans ton fonctionnement, et à un moment, tu ne peux pas tout anticiper, tout réintégrer dans les temps c'est en ça. temps Après, voulu. pendant Enfin, toute la crise sanitaire, la Fédé a quand même apporté une veille juridique énorme. On en reparlait avec les autres directeurs et d'ailleurs, ouais, ça a été remonté au national parce que pour nous, même par rapport à nos autres adhésions, la Fédé à laquelle là on adhérait, alors après, voilà, c'est pas pour faire uniquement la pub de la FNADEPA, mais la FNADEPA Paris a quand même communiqué de manière régulière toutes les procédures qui nous étaient envoyées à chaque fois en retard, nous arrivaient à nous les envoyer dans les temps, quoi. Alors que en théorie, c'était aux ARS de nous les envoyer dans les temps. Et ça, c'était plutôt pas mal, voire des fois, on les avait en avance. Procédures, les réglementations, des documents types à faire parvenir aux familles, ce qui nous a évité d'aller chercher finalement euh, des, des documents ou d'aller construire des documents qui sont parfois un peu faits rapidement parce que on était dans l'urgence pendant la crise sanitaire. Eux prenaient le temps de nous sortir des imprimés qui étaient prêts avec voilà, plus qu'à mettre notre logo et à balancer aux familles, quoi. Et c'était quand même vachement bien. C'est un peu ce que peut faire un groupe pour ses directeurs, quoi. ouais, Alors, pas sur tous mutualiser les des sujets, ressources. pas sur tous les sujets, mais par exemple sur le plan RH ou sur le plan de toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans l'interprétation, à nouveau des règles et des normes, des lois. Là, récemment, par exemple, on a entendu parler du Ségur numérique, les échanges qu'on a avec les adhérents de la Fédé en ce moment, c'est plutôt sur comment on va aller voir nos prestataires informatiques pour essayer de constituer des grappes entre nous et bénéficier du Ségur numérique, quoi. Faire évoluer nos logiciels et aussi comparer les propositions qui nous sont faites par les différents prestats. Même si tout n'est pas comparable, ça peut nous permettre de faire quelques économies ou en tout cas de changer un peu la donne parce que généralement là-dessus, on est un peu démunis. Donc, s'il y en a un d'entre nous qui a réussi à bien étudier la question, il peut nous en faire profiter. Voilà. Ouais, non, c'est clair, et c'est vrai que c'est l'avantage des groupes ou des groupements, des assos qui peuvent mutualiser et faire en sorte que voilà, ce soit fait une fois pour tous les établissements, tandis que si chacun reste dans son coin, tout le monde va refaire, ce sera moins bien fait parce que moins spécialisé, et on perd un peu de temps global pour s'occuper du fonctionnement, du bon fonctionnement des personnes. OK. Du coup, pour toi, une fédé départementale qui marche bien, ce serait quoi?
dans l'idéal? Mais tu me demandes mon programme de Ouais, président. c'est ça. C'est ça. Maintenant que tu es élu, tu peux donner ton programme. C'est déjà une fédé qui arrive à dynamiser son réseau, que les adhérents nous connaissent. Parce que le souci que peut rencontrer une fédé, et je le vois, c'est que lorsqu'on récupère un établissement, on a quelques adhésions, mais on comprend pas on comprend pas toujours leur utilité, excusez-moi. Et, euh, et, hum, et c'est vrai que là, de créer une dynamique et essayer de mobiliser et puis de montrer l'intérêt de notre existence, ça me semble déjà, en tout cas, d'apporter des choses en fait finalement à nos adhérents, mais à l'échelle départementale, ça serait pas mal. Donc en fait, dans l'idée, nous, ce qu'on souhaiterait pour apporter des choses concrètes à nos adhérents, c'est déjà d'avoir des contacts avec plus forts avec nos tutelles, et de pouvoir faire remonter en fait les problématiques de nos adhérents autonomes finalement, parce que la plupart de nos adhérents sont autonomes et n'ont pas la force de frappe des groupes, des groupes qu'ils soient non lucratifs ou publics, quoi, ou même lucratifs. Mais dans l'histoire, là, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on est encore peu reconnu et c'est dommage parce que la parole de nos adhérents et leurs problématiques sont parfois un peu différentes de celles des groupes. Voilà. Qui monopolisent les très grosses fédés aussi. Ouais, c'est ça. Ou alors en passant par d'autres fédés qui sont mieux implantés peut-être C'est ça. et qui ont plus de poids dans le dialogue en fait. Ouais, voilà. L'idée, c'est là de dynamiser le réseau, de le solidifier et d'impliquer les gens pour qu'ils nous aident à faire vivre la fédé. Et là, on a vu au congrès des fédérations départementales qui avaient vraiment une philosophie intéressante, qui venait parfois même remotiver ou préserver la motivation des directeurs parce que l'entraide est là comme dans des groupes, hein. Alors après, c'est vrai que nous, on les voit une journée ou deux, donc c'est sûr qu'on ne peut pas juger sur la durée, mais ce qui nous en est décrit et ce qu'on peut créer, c'est vraiment une ambiance finalement voilà, une vraie ambiance associative comme on peut la retrouver dans un village ou autre, sauf que là, c'est à l'échelle départementale et que c'est des directeurs et qui retrouvent des gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes valeurs et les mêmes envies finalement souvent. Après, parfois, on a des divergences, mais généralement, c'est pour monter des projets toujours plus sympas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, alors du coup, tu as participé avec la FNADEPA, du coup, donc la Fédération nationale, à une tribune pour mobiliser autour du grand âge et de la nécessité d'agir. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors en fait, sur ce qu'on t'a vu dans la Voie du Nord? ouais, et c'était ma deuxième action majeure en tant que président de la FNADEPA du Nord et du Pas-de-Calais. Première action était de revendiquer finalement le Ségur, de demander qu'il y ait finalement une régularisation de la situation sur les résidences autonomie, où aujourd'hui les résidences autonomie privées non lucratives ne bénéficient pas du Ségur. Et ça pose certains problèmes au niveau management et puis ça pose aussi question parce que les aides à domicile ont bénéficié d'une revalorisation salariale et nos salariés de résidence autonomie qui parfois pallient aux défaillances ou alors du coup prennent le relais des services d'aide à domicile sur certains moments de la vie du résident, eux n'en bénéficient pas, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Ça l'est toujours pas. Et donc ça, c'était une action que la FNADEPA m'a demandé de mener au mois de mai. Et aujourd'hui, sans suite, un courrier a été envoyé au département, pas de suite. Dans la foulée, on avait prévu une action pour le jour de la solidarité, donc c'est la tribune dont tu parles. En fait, on souhaitait diffuser une tribune au national en passant par nos fédés départementales pour bien montrer que la tribune
La tribune émane des directeurs directement, hein. On y est confronté, on est confronté à ces problématiques chaque jour, de devoir dire non régulièrement à nos salariés alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on nous demande de faire, parce qu'on atteint un point de manque de moyens et de manque d'outils pour répondre à des problématiques louables, quoi. Juste recruter du personnel. On aimerait bien juste pouvoir recruter du personnel. On a l'argent, on n'a pas le personnel, parfois. Ce que j'expliquais à la Voix du Nord récemment, c'est quand on a eu l'interview, c'est que depuis que je suis sorti de l'école, on parle de performance. On parle de performance, il faut améliorer la qualité, essayer de faire des économies, rationaliser, etc. On parle de faire des économies, mais aujourd'hui, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est que peut-être, voilà, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis pour le Covid, etc. Mais la sensation qu'on a, c'est que cette manne financière et cette revalorisation salariale pour les soignants a été arrivée trop tard, trop tardivement. Et de ce fait, là maintenant, nos soignants sont plus là, sont plus mobilisables, enfin sont plus mobilisés, sauf ceux qui. Oh, c'est pas bien ce que je dis. Non, ils sont mobilisés. Ce qui est. Ceux qui restent, en fait. Voilà, ceux qui restent sont mobilisés, mais il y en a une partie qui est partie. Il y en a une partie aussi qui veut plus forcément s'engager dans le métier. Moi, j'ai encore entendu une infirmière aujourd'hui me dire, moi, je veux pas de CDI, je veux un CDD parce que je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine et j'ai pas forcément envie de continuer dans le domaine. Et tout ça, ça fait peur en fait, parce que ça veut dire que nos soignants se projettent plus dans ce métier. Ils sont de passage et ça va pas parce que c'est un métier de vocation et c'est un métier pas assez reconnu. Tout à l'heure, en intro, tu disais les EHPAD sont connus pour de mauvaises raisons, mais c'est un peu ça en fait. Aujourd'hui, on valorise pas suffisamment les soignants de ces structures. On les reconnaît pas dans la société, sauf quand une famille est confrontée ou quand on y est confronté personnellement. Et là, on se rend compte du boulot, on se rend compte de l'enjeu, on se rend compte de l'importance en fait de ces soignants et surtout du temps dont ils disposent pour accompagner notre proche. Et ce temps, finalement, c'est une dotation qui est donnée à un établissement. Et c'est un peu triste, quoi. C'est de se dire qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent et ça vient être corrélé à l'humain. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça plus clairement, parce qu'il est. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand on fait ce podcast. Ouais, c'est vrai que là, c'est celui qu'on enregistre le plus tard. En fait, c'est un peu le principe. Pendant longtemps, l'idée, c'était que on n'avait pas les moyens pour faire. Et là, depuis le Covid, on s'est donné les moyens pour faire, mais il n'y a plus la ressource. En gros, on a les financements, on pourrait faire amener plus de moyens, sauf qu'en fait, ils sont plus dispo, quoi. Autant avant, on voulait recruter, mais on n'avait pas les sous. Maintenant, on dirait qu'on a l'argent, mais il n'y a plus personne à recruter. Ça dépend des établissements, parce que je pense qu'en fait, on va revenir à un moment donné à la réalité. Là, on nous donne plus de CNR pour compenser nos pertes. Il y a des établissements pour compenser nos pertes liées au Covid. Et aussi, nos Ségur ne sont pas toujours compensés correctement parce qu'en fait, sur les Ségur, il faut quand même être sacrément bon en calcul pour savoir calculer tous les abattements qu'on a perdus, en fait, l'impact réel du Ségur. Et on a encore du mal, quelle que soit la structure, je pense, à calculer, à moins d'avoir un DAF et une structure support. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ou à passer sa journée à faire du contrôle de gestion, quoi. Voilà, de connaître le coût réel de ce Ségur. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait en plus pour notre contrôle budgétaire, c'est qu'en fait, notre masse salariale d'une année à l'autre, elle a explosé à cause du Ségur, ça on le sait. Mais en parallèle, on a tout l'absentéisme qui vient aussi plomber nos budgets. Et donc, aujourd'hui, clairement, moi, je me demande ce qui va en être pour les établissements qui vont faire cumuler les déficits et finalement, pas savoir recruter, en fait. Ils vont devoir, non seulement ils vont avoir des difficultés à recruter, mais en plus de ça, ils vont ne pas pouvoir le faire financièrement. C'est ça ma crainte. Après, c'est une de mes craintes. C'est pas ma crainte principale, mais c'est une de mes craintes. Ma crainte principale, c'est aujourd'hui de me dire que nos établissements tiennent à pas grand-chose parce que ils tiennent sur le personnel qui reste.
des infirmiers. En fait, si un infirmier est souffrant aujourd'hui, l'impact sur l'organisation est colossal. Et ça, je pense que c'est beaucoup d'établissements. J'ai encore entendu un établissement qui me disait pour 80 résidents, il lui reste 2 infirmiers titulaires qui sont pas souffrants. Enfin, voilà. Alors, chez moi, pour le moment, je suis un peu épargné, mais ça a été, et on est quelques adhérents à avoir pris le parti il y a quelques mois de recruter un peu plus, aussi sur conseil de l'ARS, hein, parce qu'en fait, quand on vous explique que, et encore, on a eu de la chance, on a trouvé des infirmiers, mais on nous explique que, bah oui, les agents d'intérim, ils ne trouvent plus. Les libéraux, ben, ils sont chargés sur le domicile, donc ils ne viennent pas. Et donc, en fait, aujourd'hui, le seul moyen, c'est d'essayer de négocier avec des infirmiers sur les horaires, les salaires et tout ça sans aide de l'ARS, quoi. Les horaires, le salaire, la qualité de vie au travail, qui est un gros sujet aujourd'hui pour l'ARS, mais, et qui l'est depuis 3-4 ans, je pense. Mais c'est peut-être un peu tard. Okay. Moi, j'allais te demander comment ça va se passer cet été et tout ça, mais vaut mieux pas. Comment on peut finir sur une note optimiste? Moi, je reste assez positif sur l'avenir du secteur, parce qu'en vrai, nos soignants sont encore hyper impliqués, et je pense qu'il y a encore des jeunes qui font ce métier par valeur et pour les bonnes raisons, en fait. Donc, ça peut nous conduire à du positif, mais par contre, il faut qu'il y ait un levier maintenant, un effet levier maintenant pour essayer de redynamiser, revaloriser notre secteur et le repenser. Mais c'est ce que demande la FNADEPA. On a travaillé 25 points, qui sont dispo sur le site, hein. Mais l'idée principale, c'est de revaloriser le métier, travailler sur les filières de formation, simplifier l'accès au métier de soignant. Voilà. Alors, il y a des éléments qu'on maîtrise moins, mais il y a des éléments qu'on maîtrise bien sur l'apprentissage, le fait qu'il faut débloquer et maintenir en fait les fonds qui permettent à nos soignants de se former, à nos établissements de prendre des apprentis et sans coût exorbitant par rapport à l'impact de la formation sur le fonctionnement de la structure. Tout plein de choses comme ça. Pourquoi pas développer les formations d'infirmiers pour nos aides-soignants et simplifier tout ça. Simplifier l'accès à nos métiers, quoi, tout simplement. Et ensuite, simplifier les parcours. Ça me semble aussi Et donner envie, revaloriser, remobiliser, remotiver. C'est ça. À faire. C'est ça, oui, il y a du boulot. Mais après, on peut faire des podcasts pour valoriser, pour valoriser le métier de nos soignants. Il va falloir que tu y penses. Ouais, non, mais c'est vrai, ça passe par plein de choses et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour, en fait, aujourd'hui. Il y a eu quelques campagnes de pub, mais c'est vrai que c'est... Et on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui se passe et souvent on entend parler que du négatif, on ne voit pas les belles choses et c'est ça qui est compliqué. Après, on ne nous laisse pas forcément la possibilité d'aller plus loin tu vois, enfin, je veux dire, les budgets animation aujourd'hui dépendent uniquement de l'hébergement. Mais quand tu vois aussi le bien-être que ça procure, etc., donc ça veut dire qu'aujourd'hui, suivant le prix qu'on paye, en gros, hein, dans un établissement, on a le droit à plus ou moins d'animation. C'est-à-dire que, alors je dis peut-être une bêtise, hein, peut-être qu'entre deux, il y a une réforme, mais pour moi, c'est de l'animation, c'est de l'hébergement. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage. Moi, je vois, j'ai j'ai un minibus qui est parti à la mer cet après-midi. Les résidents, ils étaient formidablement, enfin voilà, ils étaient hyper contents, mais les soignants aussi, ils étaient enchantés d'aller faire leur travail sur un autre lieu, dans un autre contexte. Et là aussi, ça les remotive parce qu'ils voient les résidents dans un autre milieu. Et peut-être aussi que ça passe par ça. Ça passe par plus de moyens. Alors, le département nous a donné une petite enveloppe là, cette année pour redynamiser le fonctionnement de nos structures. Mais l'animation dans nos structures, en tout cas dans le Nord. Je ne sais pas si le Pas-de-Calais a eu droit aux mêmes enveloppes, mais d'ailleurs, ça serait intéressant que je pose la question à nos adhérents. Mais sur le Nord, on a bénéficié de ces enveloppes et ça permet d'aller plus souvent à la mer, d'aller plus souvent sur des sorties, d'emmener des soignants, de recréer aussi du lien entre les soignants parce qu'ils se voient dans d'autres environnements.
Et ça, c'est hyper positif parce que nos structures le permettent, en fait, parce que c'est des lieux de vie. Ouais, puis changer d'air, ça fait du bien à tout le monde. C'est ça. Mais c'est ça, toujours une question de temps et une question aussi qu'un EHPAD, ça peut jamais s'arrêter. On n'a jamais le temps Il faut du personnel pour ça. Il faut du personnel Aussi. pour les emmener à la mer. Parce que pendant qu'ils sont partis à la mer, avec 6 ou 7 résidents, nous, on met 3 soignants généralement. Et ben, en gros, pendant ce temps-là, j'ai 3 soignants qui ne sont pas sur site, ou alors ça veut dire qu'il faut que je les fasse revenir sur un temps de repos. Et vu le contexte, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais voilà. Non, c'est sûr. Ok, eh ben, je te remercie pour toutes C'était ces assez infos. positif quand même à la fin, parce que Un voyage à la mer, c'est toujours positif. bah ouais, j'ai essayé de Bon, ça marche. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.